Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Pod Conseil. Dans cet épisode, on va sortir de l'habitude car on ne va pas aborder les points techniques agricoles, mais plus discuter, prendre le temps de la réflexion sur la transition agroécologique de nos modèles de production. Le risque peut être décomposé en deux facteurs essentiels. Le danger qui représente une menace potentielle et l'exposition qui mesure le degré de vulnérabilité de cette menace. Dans le domaine de l'agriculture, les risques peuvent prendre diverses formes, allant des aléas climatiques aux fluctuations du marché. Les agriculteurs doivent composer avec ces incertitudes tout en cherchant à innover et à rendre leur système plus durable. La simple affirmation de ce postulat interroge la transition des systèmes agricoles. Quels sont les risques ? Doit-on parler d'adaptation ou de changement ? Comment peut-on valoriser au mieux cette transition ? Des questions qui feront l'objet de cet épisode. Et pour en discuter, je serai accompagné par David Maradan, docteur en économie de l'environnement, enseignant-chercheur à l'HEG et président-directeur du bureau d'études économie de l'environnement Ecosys. David, bonjour. Bonjour. Alors déjà, merci beaucoup pour ta participation à cette discussion. On va essayer de mener toutes ces grandes questions que j'ai abordées en introduction en tandem. Mais avant de commencer, j'aimerais bien avoir toi, ta définition du risque, parce que voilà, j'ai posé ma définition, c'est en tout cas celle que j'ai trouvée la plus parlante par rapport au thème d'aujourd'hui. Mais l'idée, c'est comme cette notion de risque, à mon avis, va faire beaucoup son apparition au cours de la discussion, autant partir sur une notion sur laquelle on s'entend et une belle définition. Alors, dis-moi un peu, quelle est ta définition ? Alors, j'aime bien cette idée de dire le risque, effectivement, c'est un danger. Ouais. Mais quand on va parler de risque, on va dire que c'est un danger identifié et qui est mesurable, quantifiable. C'est-à-dire, on en connaît la probabilité. On sait que ce risque a une chance qu'on considère comme connue de se réaliser. Autrement, on va parler plutôt d'incertitude. C'est-à-dire que l'événement pourrait arriver, mais on ignore tout sur son degré d'exposition à cet événement potentiel. Souvent, la première prise de conscience, lorsqu'on se dit qu'il y aurait quelque chose qui pourrait arriver, c'est d'identifier quelle est sa probabilité de survenir. Et cette probabilité est compliquée à déterminer parce que elle dépend potentiellement dans l'agriculture de facteurs naturels qui sont indépendants de ce que l'agriculteur peut faire. Et puis ensuite, cette probabilité va être liée au fait que l'agriculteur lui-même peut se protéger, peut se mettre dans une position où il est moins exposé au risque. Et donc, atténuer les facteurs de vulnérabilité au final. Voilà, alors là, il faut voir, quand on parle quand je veux dire se distancier du risque, on est dans un cas où un agriculteur, en changeant ce qu'il produit, par exemple, fait face à un risque moindre de perte productive s'il y a une sécheresse. Mmh. Voilà. Donc, il agit pour limiter sa vulnérabilité. Mais il pourrait agir à un autre niveau en se protégeant par des moyens techniques directement, donc en prévoyant une irrigation ou des serres en cas de survenue d'événements climatiques extrêmes. Ou alors, dernière étape, il réfléchit à plus long terme et puis il décide qu'il faut en fait, il pourra pas le faire seul, il pourra le faire avec l'ensemble de la collectivité, mais il faut changer la manière dont on se comporte aujourd'hui pour diminuer des risques futurs dans 20, 30, 50 ans. Et donc c'est là où la notion de risque, elle est pas si évidente à capturer. Ouais. Et puis souvent, en fait, quand on parle de risque, on devrait être franc puis dire qu'on est plutôt en train de parler d'incertitude parce que, en fait, la probabilité que le risque survienne et qui est le plus exposé et quels sont les moyens d'éviter seraient des facteurs très, très peu connus. Justement, parlons-en parce que du coup, là, il y a toute une analyse des risques, comme tu viens de le mentionner, dans les productions agricoles, les dangers et les facteurs d'exposition. Mais j'ai envie de dire, quand j'entends ta définition du risque, j'ai l'impression qu'il faut aussi avoir une conscience et une identification des dangers qui soit claire. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette identification des dangers ? À quoi est exposé notre modèle agricole ? Alors, il est clair qu'un des risques principaux
pour le monde de l'agriculture, si on pense à parler d'environnement, on va tout de suite évoquer les risques climatiques. Mm. On va dire, voilà, le climat change et donc la réalité du contexte de production pour l'agriculteur change. Et c'est un risque parce qu'on devra sûrement faire les choses différemment. Mais c'est un peu une vision qu'on pourrait dire un peu romantique, parce que les risques auxquels un agriculteur fait face aujourd'hui, enfin, si on regarde les années écoulées, ils sont quand même plus concrets. Le dernier risque qui s'est réalisé, c'était par exemple une forte augmentation des prix des énergies. Voilà. Et donc des engrais. Et donc des engrais. Et cette forte augmentation des coûts soudaine va mettre sous pression. Donc là, voilà, c'était un risque très immédiat. Si on veut qualifier les risques auxquels fait face un agriculteur, il y a des risques naturels, les conditions qui changent. Les changements climatiques sont souvent évoqués comme une des causes de ces conditions naturelles qui changent. Il y a les risques techniques. Il fait des choix qu'il pensait corrects et qui se révèlent ne pas fonctionner. Et puis il y a le risque financier, c'est-à-dire que lorsqu'on fait des choix, c'est associé à des intrants qu'il faut acheter, c'est associé à des produits qu'on va pouvoir vendre, et la valeur de ces éléments-là, leur coût, leur recette, va varier sur les marchés. Et c'est un risque auquel l'agriculteur fait face, on va le dire, qui est financier. On pourrait rajouter un dernier risque pour l'agriculteur peut-être suisse, c'est que c'est un milieu quand même, un secteur économique fortement réglementé, fortement subventionné, fortement contrôlé. Et le risque législatif existe aussi pour l'agriculteur. C'est-à-dire qu'il pourrait se retrouver avec un changement de législation qui peut péjorer sa situation. Voilà. Et il n'est pas majoritaire, donc en cas de votation populaire, il ne peut pas garantir que la décision lui sera favorable. Et donc, dans cette identification des dangers, il y a aussi les facteurs d'exposition. Et si je reprends l'exemple des engrais, par exemple, tu as dit, selon le modèle d'agriculture que l'agriculteur a choisi, donc on peut parler concrètement de stratégie d'entreprise, j'imagine, il a ce danger-là de fluctuation des prix d'énergie et donc de fluctuation des prix d'engrais. Et dans le facteur d'exposition, ça va être finalement à quelle proportion il utilise des engrais minéraux qui sont dépendants des prix d'énergie, et donc à quel point il est dépendant des prix du marché. Ce serait un peu ça la notion de facteur d'exposition quand on parle de danger lié au monde agricole. Ça peut être un exemple. Ça peut être c'est un excellent exemple chaque choix de production va impliquer des risques potentiels différents et une vulnérabilité différente à ces risques. À nouveau, être dans une vulnérabilité donnée va impliquer des choix. On se dirait, je n'opte pas pour ce système de production, finalement, parce qu'il va être exposé fortement, les risques. Pour lui, en cas de changement climatique, ce système-là, c'est potentiellement va subir les conséquences d'un changement climatique de manière très forte. Donc je renonce à ce modèle de production pour en choisir un autre. D'accord. Mais après, il peut aussi se dire, maintenant j'ai choisi mon modèle de production, je conçois qu'il est exposé au changement climatique, qu'est-ce que je peux faire pour limiter cette vulnérabilité ? Alors j'utilise telle technique complémentaire de production, tel intrant, je fais tel choix, et à nouveau, il y a un nouveau facteur d'incertitude, de risque qui s'y associe, c'est est-ce que ces mesures qui visent à limiter la vulnérabilité, finalement, vont effectivement marcher ? Et si j'ai fait un choix technique qui devait limiter ma vulnérabilité à un manque d'eau, en prévoyant de l'irrigation, mais au final, j'ai rien pour alimenter mon système d'irrigation, ma méthode palliative sert à rien. Et donc, je suis associé à chaque choix, je voulais dire, on va avoir un nouveau risque qui est associé à cette boucle. Il y a des risques en cascade, en gros. Voilà, des risques en cascade, mais associés aussi à des opportunités en cascade. C'est-à-dire que
Si un jour il y a un problème réel avec la disponibilité de l'eau, et que moi j'ai prévu un système productif qui permet de fonctionner avec ce manque d'eau, je vais avoir un avantage clair, donc une opportunité parce que j'ai identifié un risque et décidé de méthodes pour le limiter qui va me donner un avantage. Donc les risques, ok, c'est pas une bonne nouvelle, peuvent donner lieu aussi à des opportunités. Et alors, on pourrait dire qui est responsable de l'action, hein, enfin de la Ouais. prise de décision. Ben, c'est là où on a un vrai nœud en termes de prise de décision, parce que l'agriculteur peut agir à une échelle sur certaines mesures. Par exemple, à court terme, il peut faire certaines choses pour limiter des risques ou pour éviter une partie des conséquences de ces risques. À moyen long terme, il a d'autres possibilités d'action. Et ce qu'il peut faire à court terme n'est pas forcément compatible ou cohérent avec les options de plus long terme. Mhm. Et ces choix-là, pour l'agriculteur, c'est complexe. Et puis, la disponibilité d'informations pour faire les meilleurs choix possibles, hein, bah, reste souvent encore limitée. Mhm. Par exemple, dans l'exemple des engrais, finalement, c'est pas les agriculteurs qui ont décidé de faire la guerre en Ukraine, et pourtant c'est eux qui subissent une des conséquences de ce choix-là. Donc il y a des choses dans lesquelles on n'a pas de poids, en fait. Alors, dans la survenue du risque, effectivement, il n'y a pas de problème. Après, si on observe l'histoire récente, on voit que les prix du pétrole fluctuent. Mhm. Et donc, un agriculteur avisé devrait se dire un jour, si le prix des carburants quadruple, qui peut me répondre sur quels seront mes coûts de production? Par exemple, en 2008, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, finalement. Voilà, exactement, avec une hausse un peu moins soudaine et un peu moins importante, mais cette question-là, hein, liée à quelle serait la conséquence pour mon exploitation ben voilà, et je suis sûr que la plupart des agriculteurs euh, se posent cette question. Après, il va se dire, voilà, alors pour moi, ça serait impossible de subir une augmentation d'un facteur 2 des coûts de l'énergie. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire? Ben, il peut se dire, est-ce que je suis capable de produire la même chose avec moins d'énergie? Et dès lors, il va se dire, mais combien ça va me coûter? Et est-ce que dans ce cas-là, le surcoût de prendre une mesure qui, à terme, me permettra d'économiser de l'énergie vaut la peine? Ça va valoir la peine si le prix de l'énergie, un jour, effectivement, explose. Donc, cette prise en compte de ces risques, leur analyse, leur mise dans le contexte, demande soit beaucoup de talent, soit quelque part beaucoup de chance, pour prendre la bonne décision au bon moment. Après, faut aussi pas être trop naïf. Il y a des risques que désormais la communauté scientifique a identifiés. Et qu'on sait qu'ils vont advenir. En fait, Et la probabilité qu'ils adviennent se rapproche de 1. voilà, exactement. Donc après, on peut encore discuter sur les temporalités, sur peut-être certains effets, comme si on parle des changements climatiques qui feraient que ça arrive un peu moins fort ou un peu moins vite, ou au contraire beaucoup plus vite et beaucoup plus fort à quoi on s'attend. Mais il y a des risques, en fait, qu'on connaît. Et là, ne pas agir. Et là, dire, je continue à rester sur mon modèle de production sans considérer les alternatives et des manières de diminuer ma vulnérabilité, on pourrait dire que c'est un choix irrationnel. Mais faut pas perdre de vue que ils sont peut-être pas irrationnels, mais plutôt dans un modèle où on opte pour une rationalité limitée, c'est-à-dire vu ce qu'on connaît, vu toutes ces incertitudes, finalement bouger aujourd'hui présente un risque aussi conséquent que le risque associé au changement climatique. Et cette rationalité limitée, c'est-à-dire on va se dire je peux pas tout analyser, mais ce jour, ma perception, c'est que si je change de système de production, je fais face à des coûts immédiats. Et je ne sais pas quelles seront les conditions législatives, la politique agricole dans 10 ans, 20 ans. Je ne sais pas quelle sera la réalité des marchés agricoles dans 10, 20 ans. Je ne sais pas quelle sera l'évolution des prix. Et face à tous ces autres risques, finalement, prendre en charge ces coûts aujourd'hui, ça ne me paraît pas la solution, au final, la moins risquée.
Et là, on ne peut pas dire que c'est irrationnel, même s'il y a des risques très très clairement identifiés et avérés. Mmh. Donc en gros, si je reprends un peu ce que tu dis, c'est que par rapport à ces risques et ces facteurs, enfin ces dangers, la probabilité qu'ils adviennent, dont on sait que certains dangers vont arriver en fait, hein, et la méthode finalement d'évaluation qu'ont les agriculteurs, c'est-à-dire l'anticipation, l'adaptation, ça nécessite une transition des systèmes. Et là, ce que tu es en train de dire, c'est attention, parce que le risque lié à la non-transition, finalement, il est tout aussi important à prendre en compte que le risque lié à la transition, sachant que le risque lié à la transition, là, on va rentrer dans le sujet un peu, Mhm. c'est oui, il y a une temporalité. Il y a un temps d'adaptation, et ça, il y a un coût de transition. Et un peu pour rejoindre ce que tu avais dit un peu plus tôt, c'est qui le prend en charge. Est-ce que c'est l'agriculteur seul? Est-ce que ça va être quelque chose de collectif? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce coût lié à la transition? Alors, si on parle par exemple de l'impact du changement climatique sur l'agriculture, dire à l'agriculteur finalement débrouillez-vous, c'est un peu ne pas reconnaître qu'il est victime d'une externalité négative, c'est-à-dire d'un impact que d'autres activités économiques, que d'autres agents économiques ont généré. L'agriculteur n'est pas responsable de toutes les émissions de gaz à effet de serre qui ont été émises depuis un siècle et qui perturbent le climat. Hmm. Donc, il va en subir des conséquences. Et là, clairement, le coût pour s'adapter nécessite des mesures collectives, nécessite un partage financier. Mais ça repose sur un choix de société, de dire, on veut permettre à nos agriculteurs de s'adapter à cette nouvelle réalité et ça ne doit pas être les seuls à affronter ce coût. Maintenant, l'agriculteur génère aussi des externalités négatives. Et là, on peut se poser la question, dans quelle mesure l'agriculteur doit les limiter et qui paye le coût de limiter ces externalités négatives. Hmm. Alors, dans l'agriculture, il y a une réalité financière que si ces coûts en Suisse, une réalité du monde et du marché agricole qui fait que si on augmente les coûts de production des agriculteurs, leur avenir économique est quasi impossible. Par contre, on ne veut pas renoncer au fait d'avoir une agriculture, entre guillemets, qui génère moins d'externalités négatives. Donc, il y a eu ce système mis en place qui était de dire, OK, la collectivité veut maintenir une agriculture et on veut une agriculture qui aille dans une direction plus écologique, donc on accepte un système d'aide, de subventionnement. C'était l'article 104, Voilà. sur les prestations. Ouais. Exactement. Donc, on va payer l'agriculteur s'il il modifie ses pratiques, s'il opte pour certaines techniques de production qui vont générer moins de dommages environnementaux, moins de pollution, un plus grand respect de la biodiversité, etc. Mais c'est un choix social. C'est un choix social. L'autre solution, ça aurait été de dire, ben non, on interdit certaines techniques de production, ou on les taxe, puis ma foi, l'agriculture se fera seulement si elle arrive à répondre à être bénéficiaire avec cette législation. Dans la réalité suisse, on aurait une agriculture qui serait quasi absente. Hmm. Et ça doit se mettre justement en lien avec non plus les coûts externes que l'agriculture génère, mais les bénéfices que l'agriculture génère, mais que le marché ne rétribue pas. Ouais. Voilà. Tu peux détailler. Ouais. Donc, par exemple, un agriculteur, on dit souvent, il a un rôle essentiel dans l'entretien d'un paysage. Oui. Alors, un paysage agricole, c'est pas un paysage naturel, mais c'est un paysage qui a une valeur conséquente aux yeux du citoyen, aux yeux c'est un beau paysage. L'agriculteur le crée. L'agriculteur permet d'accéder au monde rural, à la campagne, à la nature. Il y a des chemins, il y a des routes, il y a des voies d'accès. Toutes ces prestations-là, c'est des choses que l'agriculteur génère. L'agriculteur aussi va commencer à pallier par ces mesures à des coûts externes générés par d'autres. Par exemple, en matière de biodiversité,
L'agriculteur n'est pas seul responsable des problèmes de biodiversité. Par contre, lorsqu'il va réinstaurer des haies, lorsqu'il va permettre de maintenir des passages pour les espèces, il va contribuer à restaurer de la biodiversité. Et là, il fournit une prestation dont d'autres vont profiter. Dernier exemple, la qualité des sols s'est péjorée, la qualité des sols agricoles, parce que on les utilise de manière trop intensive. Mhm. L'agriculteur peut pallier à cette dégradation de la qualité qui a un impact sur son rendement en procurant des engrais, en faisant des jachères, etc. Et puis, il pourrait, par certaines techniques de production, si on pense à l'agriculture de conservation, aussi faire en sorte que naturellement, ces sols se rechargent en matière organique. Que là, on se dit, il est juste en train de réparer un dommage que des manières d'opérer dans le passé ont créé. Oui, mais il crée en fait un service additionnel auquel on ne pense pas, c'est que cet effort de recharger de la matière organique dans les sols, crûment dit, c'est capturer, séquestrer du carbone. C'est permettre aussi une meilleure infiltration de l'eau, donc limiter les risques d'inondation. C'est aussi favoriser les échanges atmosphère-sol. Exactement, donc tous ces services-là, il les procure au reste de la collectivité. Et ça peut donner lieu à une rémunération donc sous forme d'aide et de subventionnement parce que le marché ne les rétribue pas. Après, le marché ne les rétribue pas. Un agriculteur peut décider de se dire, j'ai fait des efforts de réduction des gaz à effet de serre, et donc je produis une agriculture qu'on pourrait dire avec moins de CO2, je vais voir s'il y a des consommateurs qui sont prêts à payer mes produits plus chers parce qu'ils sont liés à une technique de production moins dommageable. Et là, entre guillemets, il fait ce qui des fois le choque quand on lui propose d'acheter ces efforts environnementaux, entre guillemets, il est bien en train de les vendre. Donc c'est intéressant parce que déjà, je trouve ça très intéressant le fait que tu aies rappelé que collectivement, il y a déjà une décision qui a été prise avec cet article 104 là, sur le fait qu'on a dit, ok, on va rémunérer, et en gros la société va prendre en charge et la collectivité va prendre en charge des manières de faire au niveau agricole. Puis ensuite, avant on parlait d'externalités négatives, donc les coûts qui sont non imputés à la source de production, et maintenant en fait est-ce qu'on peut parler d'externalités positives par rapport à ces services écosystémiques, tout à fait, et environnementaux en tout cas fournis par l'agriculteur, et là on voudrait les imputer à la source de production? L'idée c'est de dire si on est de l'agriculture, c'est que l'agriculture génère des impacts négatifs sur l'environnement, mais elle génère aussi des impacts positifs. Et on pense que l'agriculture génère peut-être plus d'impacts positifs que négatifs, pas seulement sur l'environnement, mais à la collectivité dans son ensemble. C'est une activité qu'on veut maintenir. Si on n'est pas d'accord avec ça, faut pas subventionner l'agriculture. Il faut pas essayer de faire en sorte qu'elle devienne moins vulnérable aux risques, etc. Faut pas l'aider. Donc je pense que cette législation que l'on a en Suisse prouve, en tout cas actuellement, que la population est d'accord de dire que le système agricole apporte plus qu'il ne coûte, et donc on doit l'aider. Un des facteurs qui paraît qu'on vit des temps comme maintenant importants, c'est personne n'est naïf à se dire que le système agricole en Suisse pourrait faire survivre la population en Suisse en cas de pénurie alimentaire ou de difficultés à s'approvisionner. N'empêche que même si ça suffirait pas, c'est quand même là que se situe le savoir-faire, des techniques de production qui permettraient, avec bien sûr des coûts conséquents et une mobilisation de tous, de produire beaucoup plus de biens alimentaires, s'il le fallait. L'agriculture en elle-même est une activité économique qui limite des risques sociétaux. Et ça, c'est important de le prendre en compte. Et justement, parce que, moi, voilà, je travaille au quotidien avec des agriculteurs qui me disent souvent, oui, mais la législation, là, on est arrivé à un point un peu de rupture où on a du mal un peu à comprendre. Et je pense que ça fait appel à cette notion dont on discutait avant.
en préparant cette émission, c'est l'obligation de moyens versus l'obligation de résultat. C'est-à-dire que oui, il y a ces services qui doivent être ces externalités positives dont on vient de parler qui doivent être mises en avant. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est plus issu d'une réglementation qui devient de plus en plus stricte pour certaines pratiques. Donc, j'ai l'impression d'une obligation de moyens par rapport à quelque chose où on dit « Ah là, vous avez produit une externalité positive, on va vous rémunérer ». Oui. À nouveau, on doit lier ça au risque. Lorsqu'on veut une certaine forme d'agriculture, soit parce que si elle est faite ainsi, elle a des impacts environnementaux plus faibles, soit parce que si elle est faite ainsi, elle génère des bénéfices environnementaux plus importants. Lorsqu'on veut une certaine forme d'agriculture, on peut la subventionner vraiment de deux manières. Voilà, si vous optez pour telle technique, il y a telle rémunération. Ou alors, on peut se mettre d'accord sur des objectifs que l'agriculture doit atteindre, des objectifs mesurables, et puis on rémunère plus la méthode, mais on rémunère le résultat atteint, la performance. C'est un peu... je vais faire... je veux dire, je peux dire à mon fils, voilà, si tu fais la vaisselle, t'as le droit à 2 francs. Bon, il va faire la vaisselle. Puis je peux lui dire, si la vaisselle est propre, je te donne 2 francs 50. C'est pas la même chose. Peut-être que mon fils va décider de manger sans vaisselle. Comme ça, elle n'est pas salie. C'est plus efficace pour lui. Et voilà. Il va faire peut-être d'autres choix. Et quand même, j'ai l'impression que beaucoup d'agriculteurs revendiquent cette part de responsabilité. Disent au final, l'agriculture, c'est un secteur économique très hétérogène. Ce qui va marcher dans une exploitation A ne va pas forcément marcher aussi bien dans une autre exploitation, etc., dans une parcelle ou une autre. Et l'agriculteur est souvent la personne qui arrive le mieux à percevoir ce qui se passe à l'échelle de son exploitation et qui sera sûrement une des personnes les mieux à même de faire les bons choix. Parfois, bien sûr, avec l'information, avec l'échange avec les pairs, etc., tout ce qui va être nécessaire pour... Mais finalement, si on rémunère le moyen, il n'a pas de choix à faire. Sa seule manière d'être rentable, c'est de planter une haie ou d'opter pour tel système de production, même si lui-même est convaincu que c'est pas forcément ainsi que le meilleur résultat, vu l'objectif qui est atteint, est visé. Donc, passer à quelque chose où on rémunère à la performance, c'est intéressant, mais j'ai pris l'exemple avant, c'était 2 francs pour faire la vaisselle et 2 francs 50 si la vaisselle est propre. C'est pas pour rien que le montant vaisselle propre était plus élevé, c'est que j'ai transféré le risque à mon fils. Dans le premier cas, il est sûr qu'il aura 2 francs s'il fait la vaisselle. Peu importe ce qui se passe. L'eau était sale, la vaisselle est restée sale, il a fait la vaisselle, il est payé. Dans le deuxième cas, peut-être qu'on n'a pas la même perception, lui et moi, de ce qu'est une vaisselle propre, et au final, je lui dis, elle est pas propre, ta vaisselle, je te paye pas. Le risque est chez lui. Et donc, pour assumer ce risque, il doit aussi être rémunéré. Ce qui donne lieu, normalement, à une rémunération qui est plus importante. Après, si on parle d'une rémunération à la performance, on vient tout de suite sur des plans beaucoup plus complexes, c'est comment on peut se mettre d'accord sur quelle est la performance visée et comment on peut la mesurer. Comment on garantit les résultats ? Ça va être la responsabilité de l'agriculteur, c'est clair. Comment le résultat est atteint et comment il est garanti, mais c'est comment on le mesure. C'est-à-dire comment on garantit que les mesures soient fiables. Mon fils, la deuxième fois, il va me dire, mais alors maintenant, tu dois me décrire ce que c'est une vaisselle propre. Ça veut dire quoi? Donc il faut qu'on soit clair sur le nombre de traces d'eau qui peut rester, et on doit être d'accord. Donc ça va être essentiel si on passait à un système où on est plus vers la performance, que les exploitants puissent donner leur indication, puissent participer au processus de définir ce que c'est des performances. Et là, on revient un peu en arrière sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que vu cette forte hétérogénéité, on ne peut pas forcément se dire que les mêmes performances sont atteignables partout. C'est ça. Voilà, donc on se retrouve à devoir arbitrer quelque chose qui est très commun dans les politiques publiques entre une recherche de l'efficacité de la mesure
et une certaine équité. Si je dis quand l'effort sera atteint par point d'effort, enfin par point de performance, il y aura telle rémunération, la mesure risque de favoriser, enfin va favoriser l'efficacité. Pourquoi? Ceux qui vont agir, c'est les exploitants qui peuvent facilement, à des coûts faibles, atteindre des performances élevées. Ceux qui font face à des contraintes fortes, des coûts élevés, vont potentiellement pas prendre le risque, parce que le risque de ne pas atteindre une meilleure performance et donc d'être pas rémunéré est élevé. C'est efficace, hein, économiquement parlant, parce que l'action se fait là où elle apporte beaucoup, hein. Mhm. Par contre, pas tous les agriculteurs sont dans la même situation de départ et surtout, ils portent pas forcément la responsabilité d'être pas dans cette même situation de départ. Donc, ça fera clairement une agriculture à plusieurs vitesses, entre guillemets, avec plusieurs réalités. Le système actuel, il est plutôt axé sur une équité quelque part, parce que toutes les mesures peuvent être prises. Alors c'est vrai, elles sont pas dans la même capacité, elles représentent pas les mêmes coûts pour tous, donc c'est pas ce que je dis est un peu À nuancer. voilà, nuancé bien sûr. Mais disons, actuellement, on met en place une mesure et on aura le droit à une rémunération qui est identique, quel que soit le résultat obtenu. Ouais, il faudrait essayer d'imaginer un système entre les deux. C'est Oui, peut-être la voilà. voie d'avenir, avec une partie qui dépend des mesures mises en place, et puis après une partie qui va dépendre de la rémunération, Des voilà, résultats. des résultats atteints, et peut-être selon la réalité de l'exploitant que ces deux parts aient des proportions différentes. Mhm. Voilà, puis quelque part la première part, elle est peut-être moins généreuse, mais elle est moins risquée. Et la seconde part, elle est peut-être plus généreuse, mais elle est aussi plus risquée. Et oui, parce qu'en fait, moi, c'est là où vraiment je trouvais cette discussion intéressante, parce que on oppose souvent les deux, en fait, finalement, de dire il y a l'obligation de moyens d'un côté et il y a l'obligation de résultat de l'autre. Mhm, Et même, j'ai même envie de dire, parce on n'a pas forcément parlé de la mise en valeur des pratiques et des mhm, transitions de système sur le marché, mais ça existe avec les labels ou des choses comme ça, qui souvent, ces labels ont peu de choses agronomiques hein, mhm. déjà dans leurs labels, mais par contre ont des obligations de moyens Ouais, systématiques, quoi, et ouais, jamais d'obligation de résultat. ouais. Et que du coup, j'aime bien l'idée de quelque chose entre les deux finalement. Un peu comme une assurance, où on peut mutualiser certaines choses en disant le risque, Mhm, c'est quelque chose que l'agriculteur subit, mais qu'on doit prendre en compte, et que en changeant, il prend de nouveaux risques, mais en ne pas changeant aussi, mais que d'un autre côté, on doit prendre en charge quelque part une partie de ces choses-là. Et de l'autre côté, bah, quand il y a un résultat qui est atteint, bah, là, on peut dire, ok, ouais. c'est quelque chose de plus fort. Je pense que là, il y a une voie médiane à trouver entre les manières de subventionner l'agriculteur. Et puis après, il faudra se poser la question de, bah justement, si on choisit de rémunérer aux performances, à quelle échéance on les observe? Parce qu'il ne faut pas introduire des nouvelles barrières au changement de pratique parce qu'on introduit des nouveaux risques, cette prime de risque qui doit être rémunérée, qu'on passe à la performance. Qu'on dit nouveaux risques, qu'on dit nouvelles barrières de changer. Mhm. Et ça pourrait être contre-productif en termes de changement des pratiques, si cette rémunération est trop faible ou si le risque est très important. Et bah, typiquement, si on doit attendre plusieurs années pour observer une performance, l'agriculteur va subir des coûts immédiats et pendant plusieurs années avant de pouvoir prouver sa performance et d'obtenir une rémunération. Mhm. Et là, on a besoin de mécanismes de transition pour éviter cette barrière. Donc, c'est-à-dire de mécanismes de mise en réserve. C'est-à-dire, voilà, on va rémunérer la performance potentielle espérée de manière anticipée, mais pas totalement, car au cas où elle n'est pas obtenue, ben, ces montants de réserve serviront de remboursement, entre guillemets, vont couvrir cette part qui sera potentiellement pas atteinte, avec toujours aussi ce risque supplémentaire qu'elle suffise pas à couvrir, enfin qu'elle soit insuffisante au final, et que l'agriculteur doit au final aussi rembourser ces montants qu'il aurait touchés de manière anticipée.
C'est la réalité d'une rémunération à la performance. Si au final la performance, on pensait qu'elle ferait 1000 et puis on a donné 500 après une année pour dire on garde une réserve de 500, on atteindra sûrement. Puis au final on n'atteint même pas ces 500, ça veut dire que il y a un remboursement. Donc ce que je veux dire par là, c'est que l'argument économique de dire avec un système qui rémunérait les agriculteurs sur leur performance Uniquement. uniquement ou en partie, potentiellement, on n'anticipe pas qu'on crée des nouveaux risques, donc des nouvelles barrières, et que finalement le résultat soit Encore moins de changements. encore moins de changements, alors qu'on pensait en générer plus. En tout cas, parmi les agriculteurs qui sont dans une situation qui devrait donner lieu à de fortes performances. Mm. Parce que les premiers à bouger dans ce type de changement, ils n'ont pas l'expérience de ceux qui sont passés avant. Ils prennent beaucoup de risques. Un des réflexes, un agriculteur peut-être très rationnel se dira « Ok, moi je pense que je peux avoir de fortes performances, mais je ne vais pas sauter sur cette occasion. Je vais attendre un peu, je vais observer. Je vais observer la performance des autres et je verrai si je me lance. » Et au final, cette incertitude, ces risques, pourraient au final être contre-productifs. Et là, alors là, c'est pas du tout ma spécialité, mais c'est clair que tout changement doit être imaginé avec un accompagnement. Et cet accompagnement doit tenir compte, enfin, doit commencer assez en amont. C'est-à-dire d'arriver avec un nouveau système puis dire on vous accompagne pour vous y adapter. Ouais, j'y crois pas. Je pense qu'on doit arriver avec on ambitionne un nouveau système. Ouais. Le nouveau système, on a des principes qu'on aimerait tester, qu'on aimerait ensuite, s'il donne des résultats, à implémenter. Mais concevoir ce nouveau système, ça se fait, je pense, vraiment avec l'agriculteur. Bah, oui, Parce que, pardon. ouais, je voulais juste finir là-dessus, c'est que la perception du risque, on a dit qu'il y a de l'incertitude. Et c'est ce qu'on ne peut pas mesurer. Cette perception de l'incertitude, elle est très personnelle, mais on la trouve aussi peut-être de manière plus marquée dans le milieu agricole que dans le milieu financier. Et donc, on ne peut pas simplement concevoir un système en se disant qu'il va marcher si on ne cherche pas à comprendre cette perception de l'incertitude qu'il y a dans le milieu agricole. Donc changement, je dirais oui, mais avec dans une démarche, dans une co-construction en fait. Mm. Surtout qu'au final, moi j'ai l'impression que les agriculteurs sont déjà appropriés ces notions. Un exemple que je pourrais donner, tu me diras ce que tu en penses, hein, mais c'est typiquement l'agriculture de conservation qui aujourd'hui, dans les décisions, et on voit bien dans les nouvelles politiques agricoles, tout c'est soutenu et puis c'est encouragé, c'est un modèle qu'on encourage. Au final, c'est quoi? C'est les agriculteurs qui sont partis d'un constat, qu'ils ont constaté un risque avec des facteurs, un danger avec des facteurs d'exposition, c'est la perte des sols agricoles, en tout cas la perte de la fertilité des sols agricoles. Et eux-mêmes ont décidé de mettre en place une manière de réfléchir à l'agriculture avec trois principes qui sont, dans notre discussion, plutôt des obligations de moyens que de résultats. C'est-à-dire, on ne touche pas le sol, on diversifie les cultures, enfin, tous ces principes-là. Donc, c'est bien une réflexion qui est née du milieu agricole et qui allait plutôt faire des voies d'obligation de moyens, mais qui ont, en amont, identifié les risques. Et donc, la gestion et l'analyse des risques, elle est venue aussi de là, quoi. Alors que maintenant, aujourd'hui, on essaie de récupérer ça. Ouais. Oui, après l'agriculture un système basé sur la performance pourrait donner lieu à des avantages justement. C'est que, ok, on sait il y a 3 piliers, mais la manière de les mettre en œuvre, le niveau de leur respect, quand on a une obligation de moyens, c'est strict. Voilà, si ça n'a pas lieu, c'est pas payé. Alors peut-être que dans certains cas, on obtient des résultats avec des mesures connexes ou certaines choses qui se font pas parce que, etc. L'agriculteur le sait et on lui rend cette liberté d'agir comme il pense pour atteindre le résultat. Alors après, on fait face à ce risque, on atteint les résultats avec des mesures non souhaitables. Enfin, je suis pas assez technicien de l'agriculteur pour savoir si c'est non souhaitable, mais si
je sais pas, on met énormément de matière organique dans les sols parce qu'on en posséderait ou parce que on a accès à des biochars, etc., hein, qui serait là une mesure très coûteuse. Mais disons, euh, voilà, alors l'agriculteur peut atteindre des performances en termes de matière organique avec d'autres mesures, mais qui ne sont pas celles souhaitées pour le système. Mm. Et bien sûr, il y a toutes ces conséquences ou ces effets indésirables potentiels. D'où je reviens à ce que j'ai dit avant. Je pense que l'obligation de moyens et l'obligation de résultats doivent être conçues de manière complémentaire dans un système de subventionnement et ça ne doit pas être l'un ou l'autre. Ouais. Non, c'est sûr. Puis de toute façon, au final, en agriculture de conservation, on mesure des choses, les teneurs en matière organique ou des choses comme ça, au pourcentage de couverture des sols. Enfin, on a aussi des indicateurs qui nous permettent de savoir si on a atteint les objectifs projetés, au Ouais. final. Mais par exemple, si on voulait mesurer, enfin, si on se disait, voilà, il y a des indicateurs de résultats du niveau d'agriculture biologique atteint et du niveau de teneur organique dans les sols, on verrait vite potentiellement qu'il y a un conflit entre les deux objectifs. C'est-à-dire que si on laboure jamais, si on laisse, de temps en temps, on a besoin d'herbicides, etc. Et du coup, on perd une performance dans l'agriculture biologique. Puis on verrait que certains agriculteurs, potentiellement, ils arrivent à cumuler les deux. Mm. Et eux obtiendraient du coup une rémunération aussi pour arriver à faire ce cumul des deux pratiques. Et ça serait un apport du système parce qu'actuellement, les agriculteurs vont quand même opter pour une stratégie de production qui donne lieu, enfin c'est ma perception, hein, mais Ouais. je peux me tromper, mais qui me donne quand même lieu à une stratégie, enfin ma stratégie de production est liée à un subventionnement que j'obtiens et ça m'éloignera potentiellement d'autres types de subventionnement si je choisis ça. À l'inverse, si je fais d'autres choix, c'est plutôt tel type de subventionnement auquel je pourrais viser. Mm. Après, une exploitation, c'est grand et ouais, il va faire certains choix pour certaines parcelles, il va faire d'autres choix pour d'autres parcelles en fonction de ce qu'il estime être le plus intéressant, le plus atteignable, hein, euh, en termes de subventionnement. Oui, parce qu'il y a une hétérogénéité parmi Voilà. les agriculteurs et Ouais, les agricultrices, ouais, mais aussi une hétérogénéité au sein même de l'exploitation. Donc, on peut aussi envisager plusieurs voies de stratégie en exactement. fonction de ce qu'on va atteindre. Je pense qu'on arrive gentiment à la fin de la discussion. Pour résumer, on se refait un petit point dans l'ordre, c'est-à-dire de finalement, on a cette notion de risque qui aujourd'hui est cruciale à comprendre et à saisir. Donc il y a ces enjeux liés à l'identification des dangers qui sont réels. Et bon, aujourd'hui, on arrive difficilement à passer à côté. Je veux dire, on est matraqué de ça partout au niveau du changement climatique, la dépendance au prix du marché, toutes ces choses-là. On a un besoin d'identifier clairement ces risques par les agriculteurs, mais aussi par la société. J'ai l'impression qu'il y a cette notion collective qui est très importante dans cette discussion. Puis ensuite, si on décide qu'il y a une transition des systèmes, et je pense qu'on a envie qu'il y ait une transition des systèmes, et à qui elle profite, et qui doit l'encourager, et qui doit la supporter, en fait. C'est un peu ça ce qu'on a voulu dire dans cette partie. Ouais. C'est bien, tu me valines. Tout à fait. Tout en gardant à l'esprit que les risques liés à l'inaction doivent faire partie absolument de cette discussion, quoi. Je pense que le questionnement des risques, il démarre là. Et c'est plus une perception sociale. Il y a des risques pour notre société de subir des changements climatiques. Ces risques se déclinent au travers des pans de notre économie et des pans de notre société. Les risques, par exemple sanitaires, vont toucher plus certaines couches de la population. Les risques économiques vont toucher plus certains secteurs que d'autres. L'agriculture est un secteur particulièrement à risque, mais un secteur aussi où les stratégies d'adaptation sont importantes. D'où, c'est pas pour rien qu'on parle de la transition de l'agriculture, et puis on pourrait juste avoir une agriculture qui s'adapte au changement climatique, on la technologise, entre guillemets. Mais j'ai pas l'impression que c'est ce que le monde agricole souhaite, ni le législateur. On aimerait une agriculture qui se transforme pour être plus résiliente au changement climatique, mais également plus conforme aux principes environnementaux, aux principes de précaution. En Suisse,
à nouveau, c'est un peu provoquant, mais j'ai l'impression que le choix, il est assez simple. Du temps que le marché mondial de l'agriculture et les conditions foncières en Suisse, hein, la réalité de la production agricole montre que la rentabilité, hein, est difficile, autant utiliser le fait qu'on veut maintenir un système agricole et qu'on veut dès lors le subventionner pour viser aussi des objectifs environnementaux avec ces subventionnements. Voilà, et pas juste maintenir une activité économique telle qu'elle est, mais dire on veut qu'elle s'adapte, qu'elle devienne moins vulnérable au changement climatique, mais on veut aussi que dans ce processus de transition, elle devienne plus écologique. Et enfin, de l'extérieur à nouveau, hein, quand on observe les indicateurs environnementaux de l'agriculture, on peut voir qu'il y a de nombreuses exploitations qui font une transition. Et oui, parce que cette transition, elle a lieu en ce moment. Elle a lieu, quoi. Donc on voit qu'elle a lieu en cours, et c'est pas pour rien que maintenant on cherche à identifier les barrières. Parce que y a des endroits où ça bouge moins vite, et c'est sûrement lié à des barrières. On peut penser à des barrières informationnelles, on peut penser aux risques qui sont particulièrement élevés. Et puis, dès lors qu'on identifie ces barrières, on peut proposer des leviers publics, hein, ou collectifs qui permettent d'amoindrir ces barrières, donc de favoriser le changement. Avant, on faisait toute cette réflexion sur comment subventionner l'agriculture. L'idée, elle est bien de se dire qu'en changeant de système de subventionnement, on pourrait lever certaines barrières. Puis je disais, attention, on risque d'en créer d'autres. Oui. Voilà, donc, et ça demande de faire des tests, ça demande de faire des mises en pratique. Il y a des programmes, hein, qui ont lieu, hein, qui visent à tester si de telles réformes sont pertinentes ou non. Donc en fait, la transition des systèmes qui a lieu et qui est en cours, il faut absolument la valoriser. Alors je dirais, il faut absolument la valoriser, mais pas de manière externe, uniquement. C'est-à-dire que si on appelle des scientifiques et des politiques qui applaudissent les exploitations qui modifient leurs pratiques, c'est bien, hein, il faut montrer les exemples et puis montrer les courageux, les mettre en évidence. Mais on doit surtout comprendre où sont les barrières, ce que j'ai dit tout à l'heure, de ceux qui ne bougent pas, Ouais. parce que c'est sûrement pas un manque de courage uniquement, hein, c'est sûrement aussi plein d'autres réalités. Et c'est ces barrières qu'il faut aider à affronter. Et typiquement, si on pense aux manières d'encourager le changement des pratiques, l'encouragement doit lever ces barrières. On n'a pas parlé des systèmes d'assurance, par exemple, mais voilà, c'est le système traditionnel de favoriser, de limiter des risques, et puis du coup, ça peut faciliter des changements. C'est une belle conclusion. Je pense qu'on va pas se lancer dans le débat sur les assurances, mais en tout cas, merci beaucoup pour cet échange vraiment intéressant, instructif. Merci beaucoup. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous. En attendant le prochain épisode, je vous dis belle journée, belle soirée. Peu importe, c'est aussi ça, la magie du podcast. Salut!